Budget limité, équipe réduite, obligations réglementaires, menaces cyber toujours plus présentes. En tant que RSSI, vous êtes sous pression. Et pour gérer tout ça, des tonnes de données Excel, de logs, de scans. Pilotez votre cybersécurité autrement. Tenacity est la plateforme SaaS qui simplifie le management de la cybersécurité pour toutes les équipes SSI. Modélisez votre organisation. Définissez vos objectifs cyber. Évaluez votre conformité. Pilotez vos plans d'action et de contrôle. Mesurez et partagez votre performance cyber. Gagnez 50% de temps sur vos tâches de pilotage. Rassemblez toutes vos données et processus pour une vue 360 de votre cyber. Fédérez toutes les parties prenantes autour de votre vision de la cyber. Le tout au sein d'une seule et même plateforme. Les RH avaient déjà un SIRH. Les commerciaux avaient leur CRM. Maintenant, les RSSI ont Tenacity. Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire Tenacity. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, dans le chat, que vous m'entendez bien? Alors, il y a un mécanisme d'emoji sur Livestorm dans le chat. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bon? Parfait, on m'entend bien, super. Donc je me présente, je m'appelle Baptiste David, je suis responsable de la stratégie de marché chez Tenacity. J'ai la chance d'animer ce webinaire sous format table ronde. Vous voyez d'autres intervenants, je vais avoir l'occasion de vous les présenter. Aujourd'hui, on va parler Nice 2, on va parler Tour d'Europe. Il y a de l'actualité un peu française, on aura peut-être un peu l'occasion d'en toucher deux mots, mais on voulait aujourd'hui regarder ce qui se passe ailleurs et regarder ce qui pouvait potentiellement être réutilisé. Vous l'avez vu, ce webinaire est animé par Tenacity. Tenacity est né avec cette idée que piloter, gérer la cybersécurité, c'est de plus en plus complexe. Alors, dans ce qu'on constate, il y a une hausse de la conformité. Alors oui, forcément, Nice 2, avec la semaine aussi d'application de DORA, on est bien dans ce calendrier. Il y a de plus en plus de conformité, il y a de plus en plus de choses à faire. Et finalement, on se rend compte qu'on a de moins en moins de budget. Alors, est-ce qu'on a de moins en moins de budget? Est-ce que les ressources sont de plus en plus chères? C'est l'éternel débat autour des budgets cybersécurité. En tout cas, on se rend compte que nos équipes cybersécurité, finalement, elles perdent du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Elles n'arrivent pas à communiquer et finalement, on a un déséquilibre entre ce qu'il faudrait faire et ce que réellement on arrive à faire. Donc, c'est sur ce constat-là qu'est né Tenacity en 2019. Je vous présente là les quelques chiffres. Aujourd'hui, on a la chance d'accompagner plus de 160 clients. On est 60 salariés chez Tenacity en France et en Espagne qui nous permettent de vous accompagner sur ces sujets du pilotage et des ressources cybersécurité. Vous aurez l'occasion de redécouvrir Tenacity sur d'autres contextes si nécessaire. Aujourd'hui, on va plutôt parler Nice 2. Alors, je l'ai évoqué, en France, on a un calendrier législatif qui a été un peu perturbé. Il y a pratiquement un an, Tenacity animait un webinaire qui s'appelait 2024, l'année de Nice 2. Bon, on avait essayé de faire une prévision, on s'était peut-être un peu trompé. On n'avait pas anticipé certains éléments. Bon, 2025, est-ce que ce sera l'année de Nice 2? Vraisemblablement, beaucoup de choses se sont passées. On est encore en attente de 3 éléments côté français, mais regardons un peu ce qui peut se passer, dans les autres pays. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me faire accompagner d'un panel d'experts qui, chacun, va pouvoir nous parler de la cybersécurité sur son territoire. Donc, pour commencer, Aurélia Delphos, Société Advance, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis Aurélia Delphos, je suis responsable de l'offre conformité chez Advance. On est un cabinet cybersécurité spécialisé et on est présent en France et en Italie, en Allemagne et en Espagne. Donc on suit toute l'actualité Nice 2 de l'ensemble de ces pays, mais aussi au-delà. Parfait, merci. Donc on a vu, vision assez large. Sephora, à ton tour, je te laisse te présenter. Bonjour, donc moi je suis Sephora Erfi et je travaille au ministère de la Sécurité sociale en Belgique. Je suis chef du département sécurité et donc responsable de l'implémentation de la directive Nice 2 dans notre ministère. Parfait, merci. C'est vrai que la Belgique, tout de suite, quand on parle de Nice 2, on pense à la Belgique qui avait avancé assez rapidement, notamment par rapport à la France. On aura l'occasion de revenir. Et pour finir, Maxime. Oui, bonjour à tous, effectivement. Donc, Maxime Palaise, moi je suis directeur
chez PwC Luxembourg. Je vois que je suis le seul à avoir, avoir fait une slide dédiée, malheureusement. Bon, c'est le trait de consultant qui revient. Je suis donc en charge de l'offre gouvernance, risque and conformité donc, chez PwC Luxembourg depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc c'est vrai que nous, on accompagne nos clients sur le territoire de Luxembourg. Après, PwC reste une entreprise très internationale, donc on a beaucoup de liens avec les autres entités des différents pays en Europe. Ça nous permet aussi d'avoir une vue de l'état des lieux et de la transposition de NIS 2, donc c'est assez intéressant comme perspective. Parfait, merci pour cette présentation. Alors, on a décidé d'animer cet atelier autour de 3 grands sujets qui seront l'état des lieux de la cybersécurité sur chacun de ces territoires. Ensuite, l'autorité de contrôle. Quelles sont les autorités de contrôle et leur vision de NIS 2, de leur conformité, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait sur les territoires qui viennent d'être évoqués. Et ensuite, un focus, NIS 2, transposition, où est-ce qu'on en est, quelles sont les mesures de sécurité qui ça concerne, etc. Vous l'avez vu, vous avez le chat sur Livestorm. N'hésitez pas à poser vos questions aux interlocuteurs. Je les prendrai au fur et à mesure. Il y aura à la fin une partie questions-réponses. On essaiera de se garder 10 minutes, mais au fur et à mesure, rendons ça le plus dynamique possible. Bon, état des lieux de la cybersécurité. On va commencer comme ça. Finalement, c'est quoi le niveau de maturité de la cybersécurité? On va commencer à aller par ordre alphabétique. On va commencer par la Belgique. C'est quoi aujourd'hui, si on parle de menaces, si on parle de réglementation autre que NIS 2, Sephora, le contexte de la cybersécurité en Belgique? Je dirais que le degré de maturité en termes de cybersécurité en Belgique doit bien entendu s'analyser dans un contexte tout particulier qui caractérise la Belgique. La Belgique peut peut-être paraître un peu surreprésentée par rapport à d'autres pays européens du point de vue de la menace et des attaques, dont le nombre ne fait qu'augmenter depuis plusieurs années. Mais ce qu'il faut voir là-dedans, je pense que c'est surtout qu'au-delà des attaques et des menaces auxquelles tous les pays sont confrontés, en fait, la Belgique, elle accueille de très nombreuses institutions internationales, dont les institutions européennes et l'OTAN. Et ça fait que la Belgique reste une cible de choix. Alors, ensuite, ce qui se passe au niveau des entreprises et des différentes organisations de manière générale, c'est que quand on échange avec les différents professionnels du secteur, on voit que c'est une approche typiquement belge, en fait. Non, il y en a beaucoup qui vont nous dire qu'ils prennent conscience de la menace et s'efforcent de se préparer au mieux, mais ils ne vont pas aller jusqu'au fait de passer une certification, de formaliser leur approche sous forme de certification. Donc, on voit une vraie progression du degré de maturité, mais cette progression n'aboutit pas dans une proposition, ça aboutit dans une proposition assez relative de la certification. Alors, ce qu'on espère, c'est qu'avec l'implémentation de NIS 2, on va vers plus de certification et que les entreprises, elles franchissent le pas de manière plus systématique. Bon, c'est vrai qu'en plus, la Belgique a pris un axe fort sur NIS 2 versus certification. On spoil un peu la suite, mais forcément, NIS 2 nous parle beaucoup d'ISO, de Siphon, d'audit, de certification. Ce sera peut-être la particularité, mais on y reviendra. Merci Sephora pour cette présentation. Alors, j'ai regardé un peu sur ce côté certification et un élément qui sort le plus, qui surprend au début quand on ne connaît pas ce marché, c'est l'Espagne. L'Espagne, au contraire, il y a énormément de sociétés certifiées ISO 27001, si on regarde ce premier axe. Aurélia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le niveau de maturité, de conscience de la cybersécurité sur le territoire espagnol et aussi en perspective des autres territoires que tu peux connaître? Il y a une bonne maturité, c'est un peu un hybride entre la France et des pays comme la Belgique ou comme d'autres. En fait, ils sont à la fois très certifiés, ne serait-ce que par aussi le fait qu'il y ait des demandes pour travailler dans le public, etc., d'avoir des certifications. Et les entreprises espagnoles s'y sont relativement mis tôt.
Il y a une vraie culture cyber aussi, puisqu'il y a tout un contexte de lois et de choses, et qui sont, contrairement à la France, regroupées dans un livre qu'on peut trouver publiable et assez facilement, qui regroupe tous les textes de protection. Donc voilà. Et ils ont pris le virage NIS 2, même si ils sont en retard dans la transposition, comme on peut l'être. Nous, on suit de savoir lequel des deux, entre la France et l'Espagne, sera le premier à transposer. Je pense que ce sera l'Espagne. Ils ont bien avancé dans leur avant-projet, on en parlera plus tard. Mais il y a une forte culture et une forte appétence, et on le voit sur cette notion de cyber et de conformité cyber, si on en parle. Tu parlais de certification, notamment sur le marché espagnol. C'est ce qu'on appelle l'ENS, c'est ça? C'est un référentiel pour lequel on est obligé? C'est un référentiel complémentaire. En fait, il faut avoir, un peu comme marche HDS en France, c'est-à-dire qu'il faut être certifié ISO 27001 et prendre les compléments. Et les audits se passent sur la chose. On accompagne beaucoup de clients à la fois en Espagne, mais aussi dans d'autres pays. Quand on veut percer le marché espagnol, finalement, ça fait partie des choses à faire, et ça fait vraiment partie quelque part maintenant de leur ADN cyber, cette certification. Et sur le papier, l'ENS représenterait plus de 50% des entreprises, des organisations, c'est ça? Entre 30 et 50%, parce qu'il y en a plein qui finalement ne sont pas forcément obligés d'être dans l'ENS, mais qui vont le passer ou regarder, etc., pour avoir le marché ou en perspective d'avoir ces marchés-là. Et ça explique aussi la forte dynamique en certification ISO 27000. Ok, donc une vision, on a évoqué la Belgique, montée en puissance sans aller jusqu'à la certification. L'Espagne a plutôt ce territoire a plutôt ce côté-là, certification. Et du coup, pour finir ce tour de table sur ces premiers points, côté Luxembourg, comment ça se passe? Alors la caricature, on se dit le Luxembourg, c'est finance, c'est très régulier, c'est quelque chose qui ne fait pas peur, la cybersécurité. Finalement, au-delà de NIS 2, quel est l'état du marché luxembourgeois de la cybersécurité, Maxime? Alors, effectivement, cette caricature a tendance à être vraie. C'est vrai qu'on a énormément d'entreprises financières ici à Luxembourg, hein, et c'est un secteur qui est extrêmement régulé. Les entités financières sont régulées par l'entité qui s'appelle la CSSF, la Commission de surveillance du secteur financier, et qui a depuis plus de 10 ans émis des circulaires qui visent à réguler ce secteur en cybersécurité, avec évidemment des évolutions en termes de maturité des exigences, hein. Je veux dire, il y a 15 ans, la cybersécurité n'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais avec l'avènement d'Aura, on a un secteur financier qui est, je dirais, extrêmement mature en réglementation cybersécurité, même si la difficulté qu'on a à Luxembourg en termes d'écosystème, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui ne sont ici que des filiales de grands groupes internationaux qui viennent d'autres pays d'Europe, avec une grosse partie de l'infrastructure informatique qui est délocalisée, donc qui n'est pas forcément ici dans le pays. Donc on attend beaucoup sur le Luxembourg en termes d'écosystème. Il y a beaucoup un sentiment d'attente des exigences qui vont venir du groupe en termes de certification, en termes d'exigences documentaires, par exemple. Donc sur ces secteurs-là, c'est vrai que on est peut-être un peu plus attentiste, même si il y a, comme je le disais tout à l'heure, voilà, beaucoup d'exigences réglementaires qui sont respectées. Sur le secteur de l'industrie, voilà, c'est vrai que NIS 2 va permettre de faire du bien, je pense, pour beaucoup d'entreprises, pour monter en maturité en termes de cybersécurité. On le voit qu'il y a des entreprises qui ont pris le pli il y a quelques années de se former, d'investir en cybersécurité, de mettre en œuvre beaucoup de contrôles et de mesures de sécurité. D'autres qui ont peut-être plus voulu se concentrer sur leur production et qui sont peut-être un petit peu en retard et dont le passage à NIS 2 va être un peu plus difficile. Ok, donc on voit déjà j'ai l'impression des grandes différences entre les trois territoires sur cette vision certification conformité. Si on regarde un peu ces territoires à l'aube de la menace, alors il y a toujours pareil, on est entre experts cybersécurité, nous on la connaît parce qu'on la voit, parce qu'on la pratique. Si je regarde avec l'œil franco-français que je vais essayer de représenter,
il y a eu dernièrement des incidents qui ont été visibles d'un point de vue grand public parce qu'il y a eu des données personnelles de grandes institutions publiques ou des grands acteurs du privé, du e-commerce qui ont fuité. Donc, j'ai l'impression qu'en 2024, on a plus parlé de cybersécurité parce qu'il y a eu des incidents. Est-ce qu'aujourd'hui, la menace, elle est, et je ne parle pas de la menace du coup réglementaire, sur vos territoires respectifs, elle fait écho un peu sur le grand public? Est-ce qu'il y aura eu des incidents de ce type-là qui pourraient être comparables et qui ont fait parler d'eux? Question un peu large. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a un élément particulier. Peut-être pour rebondir au niveau du Luxembourg, ce que nous, on a subi, je pense, cette année, c'est beaucoup d'attaques qui étaient dirigées plutôt vers le gouvernement, notamment des DDoS qui ont été, qui ont attaqué les entités du gouvernement. Ça, c'est quelque chose qui s'est vu dans les derniers mois, notamment. Au niveau des entités du secteur privé, la difficulté qu'on a malheureusement encore à Luxembourg, et je pense que ça c'est un constat qui est valable dans les autres pays également, c'est qu'on a encore une certaine crainte à partager un petit peu les différents incidents de sécurité qu'on a subis. Donc on a une petite omerta quand même finalement tiens, est-ce que vraiment on a eu beaucoup d'incidents? Ce que nous on peut dire côté PVC forcément, c'est qu'on a pu aider les dernières années des entreprises à répondre à ces incidents de sécurité qui sont subis, à aider à gérer les différents impacts de ces incidents. Et on en voit quand même assez régulièrement au travers de l'année. Donc forcément, il faut imaginer qu'on n'est pas le seul acteur qui aide les entreprises à répondre à leurs incidents. Donc multiplier ça par le nombre de providers ou de fournisseurs de services qui font cette réponse à incidents, je pense qu'on peut considérer qu'il y a beaucoup d'incidents encore sur le territoire luxembourgeois. Et voilà, encore une fois, considérer la taille de ce territoire qui reste relativement petit par rapport aux autres pays dont on parle aujourd'hui. Donc c'est vrai que je pense que la menace des vrais incidents est proportionnelle à la menace réglementaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est une année, et je pense que l'année dernière, cette année va être encore une année de réglementation, hein, avec l'application de DORA, l'application de NIS2. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier la menace cyber réelle, hein, c'est-à-dire ne pas concentrer tous ses œufs pour répondre à la réglementation, mais également essayer de gérer vraiment les impacts et les incidents de cybersécurité. Essayons de ne pas opposer conformité et cybersécurité. Normalement, les deux vont dans le bon sens. On aura notamment l'occasion d'en discuter quand on parlera spécifiquement des mesures de sécurité qui peuvent être demandées sur vos territoires et du niveau qu'ils représentent par rapport à l'état de la menace. Je vois que j'ai une question dans le chat. Alors, je crois qu'Aurélia, c'est un sujet qu'on a évoqué il y a pas longtemps, donc je vais te la poser directement. Globalement, la question se pose pour, forcément, je la voyais venir quand on parle de NIS2 à l'échelle européenne. Comment ça se passerait pour une organisation qui aurait un siège en France, Thierry, je crois que c'est ton cas, et des filiales dans les autres pays, mettons en Espagne? Est-ce que chaque entité se déclare comme étant entité importante et ou essentielle, ou c'est finalement que le siège qui doit faire ce travail-là? Alors, je vais faire une vraie réponse de juriste comme je le suis au départ. Je vais dire que ça dépend. Juriste et consultant, c'était la meilleure réponse. Voilà. La double casquette fait ça, mais en fait, c'est pas encore très très clair. On attend quand même la position aujourd'hui. Enfin, ce qui est clair, c'est que de toute façon, c'est une histoire d'entité et pas une histoire de groupe au global, etc. Et il y a pas mal de débats qui se forment là-dessus. Et on attend quand même la décision aujourd'hui de la direction juridique de la Commission européenne pour savoir comment ça se passe. On entend des sons de cloche qui peuvent être un peu différents et on voit dans les différents projets de loi, pour avoir beaucoup étudié ceux de l'Italie et ceux de l'Espagne, que quand même, ils veulent absolument avoir, eux, que les entreprises sur leur territoire, les entités sur leur territoire se nominent
se déclarent dans le pays où ils sont. On a un autre son de cloche qui est plutôt des institutions qui nous disent, en fait, déclarez toutes vos entités dans le pays d'appartenance du siège. On a une jurisprudence qui est en cours, sur lequel on a étudié un certain nombre de décisions. On attend quand même beaucoup la position de la DHI. Et après, il y a la particularité des entités numériques qui sont, tous ceux qui appartiennent à l'activité numérique, qui sont eux sur l'acte d'exécution, où il est bien précisé que c'est l'établissement principal. Donc voilà, donc c'est pas encore hyper clair. Moi, j'aurais tendance comme ça en première, mais je peux être complètement désavouée dans les jours à venir, de se dire on déclare l'ensemble des entités dans le pays d'appartenance du groupe. Bon, je crois qu'on a Laurent qui complète dans le chat une réponse un peu dans ce sens-là aussi, Aurélia, je te rassure. En tout cas, moi, ça m'amène un sujet et c'est qu'on se rend compte que Nice 2, c'est pas un sujet que cybersécurité. Alors, si vous connaissez Tenassi, vous avez l'habitude, on porte ce discours. La cybersécurité ne doit pas être vue que par les RSSI, que par les experts techniques. Il va falloir aussi étudier ces sujets avec des partenaires qui ont cette compétence juridique, Aurélia l'évoquait, avec vous-même, vos services conformité qui sont déjà en capacité de lire et d'analyser l'ensemble de ces textes dont on parle, les jurisprudences, les décrets européens. On est parfois un peu perdu, mais ça va être important dans le cas de Nice 2. Bon, on a fait ce premier état des lieux de la cybersécurité. Alors, on a 3 pays. Alors, c'est forcément, on raisonne au niveau européen, donc on va considérer qu'il y a une prise de maturité depuis quelques années. C'est difficile de mettre une date sur ces pays-là. Chacun avec sa propre vision. On a vu la Belgique qui le faisait sans aller jusqu'à la certification. L'Espagne qui, au contraire, a fait beaucoup de certifications historiquement, notamment via l'ENS. Un des référentiels qui est présent dans Tenassi, au passage, je le glisse. Et puis, la particularité du Luxembourg. Tu as glissé quelque chose, Maxime, tu disais la taille du territoire, on ne s'en rend pas forcément compte. Question toute bête, qui peut paraître un peu bête, moi je l'ai appris en échangeant. Le Luxembourg, ça représente quoi en nombre d'habitants finalement ? Alors, il faut différencier le nombre de résidents à Luxembourg du nombre de frontaliers, mais alors j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais on est moins d'1 million sur le pays, largement moins d'1 million. Il faudrait que je revérifie réellement les chiffres, mais ça reste un tout petit pays par rapport aux autres pays d'Europe qu'on peut considérer. Petit pays en termes de nombre d'habitants, en termes de superficie, mais effectivement, quand on échangeait en préparation de ce webinaire, ce qu'on se rendait compte lorsque donc l'autorité compétente, on en parlera tout à l'heure aussi, mais donc qui s'appelle l'ILR, donc l'Institut luxembourgeois de régulation, quand il parle de Nice 2 aux entités qui vont être concernées, on parle quand même de 1000 entités. Alors, c'est bien que ça peut faire sourire au niveau de la France, de l'Espagne et peut-être de la Belgique également, mais par rapport à la taille du pays, ça reste quand même un nombre extrêmement considérable. Il va y avoir de gros travaux qui vont être à effectuer effectivement pour toutes ces entités qui vont rentrer dans le scope, dans le périmètre de Nice 2. Donc encore à confirmer ici, je suis d'accord que le périmètre d'application et à qui on va devoir effectivement répondre est encore pas clair, et je pense qu'on a les mêmes problématiques ici au sein de Luxembourg, mais c'est vrai que ça peut faire un nombre assez considérable par rapport à la taille du pays. Oui. Alors, je retiens moins d'1 million, donc une grosse métropole française. Je pense qu'on peut, on peut faire le tour. En France, il y a des estimations qui peuvent aller du simple au double sur le nombre d'entités. Côté Belgique, Espagne, vous me confirmez, il n'y a pas de relevé officiel et on ne sait pas encore exactement combien d'entités ça représenterait. Luxembourg n'est pas en retard là-dessus. En Espagne, on n'a pas encore le nombre d'entités concernées. Je pense, elles sont, par rapport au maillage du territoire. Et pour revenir à ta question précédente, c'est un des pays qui subit le plus d'attaques qu'on appelle informatique dans le jargon, mais qui représente pas mal de choses. Et du coup, la directive aussi et l'application, la transposition dans le pays prend en compte ça. Notamment.
Mais je n'ai pas encore trouvé le nombre. Voilà, autant en France, on fait une estimation du nombre d'entités, autant en Espagne, je ne l'ai pas trouvé. En fait, c'est un peu compliqué d'avoir le nombre d'entités exact parce que, alors, la Belgique aussi fait une estimation et ils estiment à au moins 2500 le nombre d'organisations. Mais ce qui est un peu difficile, c'est qu'en fait, les organisations doivent s'enregistrer et elles ont jusqu'au mois d'avril pour s'enregistrer. Donc, ça donne encore un peu de temps avant qu'ils puissent avoir un décompte exact. Et en plus de ça, les autorités de contrôle doivent doivent identifier certaines entités. Et en Belgique, par exemple, l'identification n'a pas encore été faite. Donc, tant que l'identification n'a pas encore été faite, il y a des entités qui savent même pas, en fait, dont personne n'a connaissance qu'elles rentrent dans le cadre de NIS 2, puisque elles le savent pas, et l'autorité de contrôle n'a pas encore travaillé sur le sujet, donc ne le sait pas non plus. Donc, c'est pour ça que ça reste quand même quelque chose encore difficile à définir maintenant. Mais bon, je pense que ça viendra à un moment donné. Bon, on refera un webinaire Nice 2 début janvier 2026. Prenons date et on regardera, on relèvera les compteurs à ce moment-là. Mais en tout cas, effectivement, pas de chiffres clairs. Par contre, Maxime, tu évoquais 1000 entités au Luxembourg pour 600 000 habitants. Si on fait le parallèle avec la France, là où on nous annonce que 10 000 entités pour plus de 60 millions d'habitants, le ratio est pas le même que Luxembourg. Après, effectivement, sur les 1000, il faut bien confirmer il faut voir combien rentreront réellement devront se mettre en conformité avec la NIS 2. Donc c'est un chiffre énoncé comme ça. Mais c'est vrai que par rapport à la taille du pays, on pourrait s'attendre, je pense, à moins d'entités que ça. 670 000 est le dernier chiffre en 2024, effectivement, d'habitants à Luxembourg. Donc oui, c'est vrai que ça va faire beaucoup d'entités qui vont devoir rentrer dans le périmètre. Je vois qu'il y a une question. En France, on était autour de 15 000, mais c'est aussi dû au maillage. Il faut voir le nombre d'entités, leur maillage. En France, on a beaucoup de pays, de PME, etc., qui sont concernés. Le maillage dans tous les pays n'est pas le même sur la taille des entreprises et sur voilà. Donc, ça peut aussi jouer sur l'incidence du chiffre à la fin. Je vois qu'il y a deux questions sur ce sujet. Olivier nous demande confirmation. Ce sont aux entités de s'auto-déclarer. Oui, à l'inverse de Nice 1 où c'était une information descendante. Ne vous attendez pas à avoir un courrier là de l'ANSSI en France pour savoir si vous êtes Nice 2. Alors ça peut arriver parce que Sephora l'évoquait, les autorités peuvent surcharger les secteurs et les tailles. Mais donc ce sont bien aux entités de pouvoir faire ce travail et se poser la question du calendrier. Est-ce qu'il faut attendre la loi pour se déclarer? Alors oui, je pense. La date du 17 janvier, si je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt la date d'application de DORA. Moi, je le vois comme ça. Pour moi, il n'y avait pas d'attente spécifique sur Nice 2 à cette date-là. Au-delà de la loi, se pose la question du format. Se déclarer, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qui est le contact? Quel portail? On s'attend à avoir mon espace Nice 2 qui pourrait évoluer côté France. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. On ne sait pas encore comment se déclarer. On reviendra sur les différents territoires. Le grand deuxième thème que je voulais aborder, c'était l'autorité de contrôle. Alors forcément, dans l'introduction, on l'a déjà un peu tous évoqué sur ces territoires. La question ici, et l'idée étant de faire une comparaison des différentes autorités de contrôle, quelles sont leurs visions, leurs statuts. Alors je crois qu'on évoque 3 territoires qui n'ont pas attendu Nice 2 pour créer des agences de sécurité et créer des choses, à l'inverse d'autres territoires. Je crois que la Grèce fait partie des pays à avoir tout dernièrement créé cette agence de la cybersécurité et cette autorité de contrôle. Maxime, tu as évoqué 2 entités dans le cadre du Luxembourg, l'ILR, si je ne dis pas de bêtises, et la CCSSF, un truc comme ça. CSSF, effectivement, ouais, CSSF et l'ILR. Alors CSSF, dans le cadre de Nice 2, on peut un petit peu mettre de côté puisque c'est vraiment l'autorité en charge du secteur financier. Et pour laquelle, pour le secteur financier, c'est DORA qui sera en application et non pas Nice 2. Et l'ILR, donc c'est pour tous les autres secteurs d'activité, donc l'Institut luxembourgeois de régulation qui était déjà en charge de Nice 1 à l'époque et qui effectivement couvre toutes les autres secteurs pour le Luxembourg.
Ok. Donc ILR au Luxembourg, Sephora côté Belgique, c'est la CCB, c'est ça? Le CCB, le Centre de la cybersécurité en Belgique, le CCB. Ok. Et qui n'a pas été créé avec Nice 2, qui existait Non, déjà. déjà. Il existait déjà, il y a déjà des lois qui régulent le CCB et qui exposent les activités du CCB. Ça a été complété avec Nice 2. Ils étaient déjà actifs, le CCB, on les connaissait déjà avant Nice 2. Et les entités, même si les organismes, les entreprises, échangeaient déjà avec le CCB. D'accord. Donc il y avait déjà ces échanges. Et côté Espagne, l'autorité de contrôle. Côté Espagne, c'est un peu plus compliqué que tout ça. Il y a la création il y a la future création du Centre national de cybersécurité, mais qui est là pour coordonner en fait la coopération intersectorielle avec les États membres, etc. Et ensuite, il y a 3 autorités de contrôle. Le Bureau de coordination de la cybersécurité qui existe depuis longtemps, le Centre national de cryptologie du Centre national de renseignement qui est rattaché à la Défense, donc qui existe aussi depuis longtemps. Et puis, il y a un secrétaire d'État chargé de l'intelligence artificielle de communication qui prend aussi un rôle de contrôle. Donc voilà, il va falloir articuler tout ça. En Belgique, c'est tout regroupé sous le CCB et tout est fait sous le CCB, donc c'est beaucoup plus... C'est notre référent, quoi. Et dans le cas de Nice 2, CCB, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu historiquement, il y a eu une consultation. Je crois qu'on en a parlé d'outils. Alors, on rentrera dans le détail. On laisse de côté le fameux Siphon pour l'instant, c'est fort. Mais comment se sont menées les dernières années la CCB sur le sujet Nice 2? D'abord, ils jouent un rôle clé. Tous les rôles définis dans la directive Nice 2 par l'Europe, qui doivent être définis par les États membres, définir une entité qui permettra de faire tel ou tel rôle, tel que, par exemple, contrôle, être le point de contact national, aider à la supervision, être le CSIRT national, donc l'entité qui est en capacité de fournir de l'aide aux entités, qui va avoir des tâches de monitoring, qui va analyser les menaces cyber, qui va publier sur les vulnérabilités, qui va identifier des vulnérabilités, les publier aux différentes entités. Donc tout ça, c'est le CCB qui le fait. Alors, du coup, le CCB a donné son avis lors de la publication, a beaucoup travaillé lors de la préparation de la loi en Belgique. Et puis, ils ont, pour nous aider, puisqu'ils ont un rôle, dans leur rôle de saisir, ils ont un rôle d'aider les entités, comme j'expliquais, ils ont publié un nouveau framework qui est le Cyber Fundamentals et qui permet aux entités d'avoir... Donc, en fait, les entités ont 2 choix pour pouvoir être jugées conformes. Soit elles ont une certification ISO 27001, soit elles ont une certification Siphon. Et ça, comme tu le dis, on en parle un peu plus tard. Ce sera pour la suite. Donc, positionnement très global et large du CCB. Moi, si je regarde par rapport à la France, je dirais que la position de l'ANSSI aujourd'hui, elle est beaucoup justement aussi dans cette notion d'accompagnement. Il y a eu des prises de position sur des délais qui ne seront pas légaux. Rappelons-le, l'ANSSI nous évoque 3 ans avant les audits. Ce ne sera pas écrit tel que ça dans la loi. L'ANSSI est très prudente sur ses responsabilités de faire des contrôles, faire des sanctions. Sur les autres territoires, comment se passe ici ce statut d'autorité de contrôle? Est-ce qu'il est assumé? Est-ce qu'il est fort? Je crois que par exemple en Espagne, sur le sujet CNIL, il y a une autorité qui est très forte, qui sanctionne de manière assez importante par rapport à la France. À quoi on doit s'attendre sur le territoire espagnol de la part de cette autorité sur le sujet Nice 2? Alors, ça fait vraiment partie intrinsèquement de la vision espagnole des choses. Donc, il y aura, il n'a pas à en douter, des sanctions telles qu'elles peuvent être faites, elles seront applicables. Et c'est pour ça qu'il y a ces autorités de contrôle dont j'ai parlé précédemment qui sont là et qui ont vraiment... l'objectif est déjà marqué dans la loi de vérifier le respect des normes, des guides, des spécifications. Il va y avoir des contrôles, il va y avoir des sanctions, on n'en doute pas, et ne serait-ce que par le mécanisme dont les autorités
sont faites en Espagne, puisqu'elles se financent aussi à travers des sanctions. C'est ça, la fameuse CNIL espagnole dont j'ai oublié le nom est un organisme bénéficiaire, je crois, en Espagne. Elle rapporte plus que ce qu'elle... Exactement. Mais comme un peu l'autorité de la concurrence en France, par exemple, on pourrait avoir la même chose sur un certain nombre d'autres choses, mais voilà. Ok, donc là on voit par contre une vraie différence entre une position, et j'allais dire même assumée du territoire espagnol par rapport à ce qui pourrait se passer en France. Maxime, du coup, même question sur la partie luxembourgeoise. Quelle est la position et la vision de l'autorité sur le sujet NIS 2? Je crois que tu l'as évoqué en introduction, il y a un vrai sujet de communication. Il y a une énorme partie des entités qui ne sont même pas au courant de ce que c'est que NIS 2. C'est ça, donc donc l'autorité compétente a depuis quelques années ou quelques mois maintenant pris un rôle assez actif en termes de communication, donc pour sensibiliser les entités à ce que c'est que NIS 2, et quelles sont les différentes exigences qu'ils vont devoir appliquer quand le projet de loi sera sorti. Ce qui a été clair dans les différentes communications qu'ils ont fait et dans les différents événements, c'est que pour le moment, en tout cas, ils ont une approche plutôt collaborative, plutôt qu'une approche basée sur les sanctions. Donc, ils veulent vraiment aider les entités à comprendre comment mettre en œuvre les différentes mesures qui vont découler et comment se mettre en conformité. Donc, pour le moment, en tout cas, ils ne parlent pas de sanctions qui vont être appliquées dès que les premiers audits vont être réalisés, plutôt essayer voilà, d'avoir une approche informative, collaborative. L'avantage qu'on a aussi, qui est encore une fois lié à la taille du pays, c'est que c'est une autorité de contrôle qui est quand même très disponible, et on peut les contacter assez rapidement et facilement pour pouvoir obtenir des réponses sur, voilà, est-ce que je suis dans le périmètre, comment mettre en œuvre telle ou telle application. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été qui est je dirais dans les différentes communications de l'ILR, qui est plutôt rassurant, je vais dire, pour les entités, parce que effectivement elles vont pouvoir avoir un acteur qui les aide plutôt qui les sanctionne, qui peut être un tout petit peu dommageable si cette approche est un peu trop prise à la légère, on va dire, par les différentes entités, en se disant, bon, bah voilà, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues pour le moment, donc je vais repousser ma mise en conformité le plus tard possible, voilà, il faut aussi imaginer que l'ILR, en termes de capacité et de ressources, je pense que c'est le cas également dans les autres pays, pardon, euh, n'auront pas la capacité de faire des audits sur toutes les entités en périmètre aussi rapidement que ça. Ils doivent se former, ils doivent recruter beaucoup de ressources. Donc, si on se dit, voilà, ils vont mettre un certain temps avant de commencer les audits, et en plus de ça, ils vont pas faire des sanctions, on peut imaginer qu'il y ait des entités qui soient pas forcément trop convaincus de la nécessité de se mettre en conformité, qui attendent quelques années avant d'y aller, quoi. Donc ça, c'est un petit peu le côté qui pourrait être vu dommageable, mais je pense que c'est assez intéressant comme approche de l'ILR ici d'être plutôt dans la partie collaborative. Bon, on a l'impression que tu parles du marché français quand tu dis que les gens vont attendre parce qu'ils se disent que de toute façon, il n'y aura pas de sanctions. Par contre, je reviens sur un élément. On avait une question tout à l'heure de se poser la question, est-ce que chaque entité, d'un point de vue pays est soumise? Aurélien me disait, a priori, l'Italie et l'Espagne tirent pour avoir connaissance des entités importantes et Espagne dans leur pays. A priori, le Luxembourg est assez disponible. Thierry, si vous avez une entité au Luxembourg, contactez l'ILR pour avoir des réponses, ou Maxime qui pourra aussi vous renseigner. Il y avait une question alors d'un autre Maxime dans le chat. Y a-t-il des liens forts entre les CNIL et NIS 2? Alors moi, je vais ici parler pour le territoire que je connais un peu plus. J'ai l'impression qu'il y a des gros sujets aujourd'hui entre l'ANSSI et la CNIL dans le cas de NIS 2, parce qu'il y a quand même des points communs, notamment autour de la notification des incidents. Aujourd'hui, des incidents, on est censé la déclarer à la CNIL. On serait aussi, si vous êtes soumis, censé les déclarer à l'ANSSI. Alors, c'est pas forcément les mêmes incidents dont on parle. En tout cas, il y a des sujets de discussion avec un portail unique qui pourrait permettre de traiter ces cas-là. Alors, on n'est pas forcément spécialisé là sur RGPD. Est-ce que sur vos territoires, c'est quoi les liens qu'il pourrait y avoir entre l'autorité de contrôle NIS 2 et CNIL? Est-ce qu'il y a des éléments spécifiques qui pourraient être intéressants? En Belgique, si on a un incident qui est repris par NIS 2, on doit le notifier auprès du CCB.
Par contre, si c'est un incident qui implique aussi des données personnelles, alors il doit aussi être notifié à l'autorité de protection des données Belgique. Donc en fait, il y a certains incidents qu'il faudra notifier 2 fois. Est-ce que derrière ils vont travailler ensemble? Pour l'instant, on n'a pas spécialement d'informations sur ce sujet, mais la seule information qu'on a, c'est qu'il faut notifier 2 fois. Affaire à suivre. J'aurais tendance à dire la même chose pour le Luxembourg. Effectivement, il y a deux notifications qui seraient à effectuer. Et je sais que les deux entités discutent. Maintenant, après, comment ils vont partager les informations s'il y a un incident qui est notifié à l'autorité de NIS2 et qui implique des données personnelles, mais qui n'a pas été notifié à l'autorité pour la partie privacy. Est-ce qu'il y aura un partage d'informations? Ça, je ne sais pas. Sachant que je crois les délais ne sont pas strictement identiques. Allez, on va les délais avancer. ne sont pas les mêmes et en Espagne c'est pareil, il y aura la double notification et pour préciser ton propos sur la France, l'ANSSI va s'inspirer de ce qui existe auprès de la CNIL puisque ça marche bien en termes de notification, mais aujourd'hui le portail unique, pour moi c'est un peu l'Arlésienne. Je suis peut-être un peu trop naïf. Je l'accepte, Aurélia. J'ai une vision très optimiste de la cybersécurité. Si vous avez déjà fait des webinaires, vous le savez. Je vois une question. La nature des incidents indéclarés est-elle précisément décrite dans les différents pays? Je crois que la directive nous parle d'incidents importants qu'il faut signaler. Est-ce que cette description de ce qu'est un incident important, ce sera quelque chose qui sera transposé, qui sera défini pays par pays, ou c'est quelque chose qui se joue de manière globale? J'ai peur de dire une bêtise là-dessus. J'avais l'impression que c'était quand même au niveau européen qu'on va définir ce qu'est un incident important. Ou c'est propre à chaque pays, peut-être? Alors, en Belgique, le CCB, toujours, puisque c'est eux qui accompagnent, ils ont publié tout un guide. Du coup, quand la directive est rentrée quand la loi est entrée en application, donc le 18 octobre 2024. Et dans ce guide, il listait beaucoup d'exemples d'incidents à notifier. Alors, ce guide, vous pouvez le trouver si ça vous intéresse sur le site du CCB directement. Parfait. Si vous tapez CCB guide notification des incidents sur Google, vous devriez le trouver. Mais le site du CCB, ils ont 2 portails et ça se trouve plutôt sur Safe on Web. Parfait. En Espagne, on ne sait pas encore. On espère qu'ils reprendront quand même ce qui est dans la définition, en tout cas, qui fait polémique en France puisqu'elle n'a pas été reprise dans le futur projet de loi. Et après, on a aussi un certain nombre de choses qui existent aujourd'hui dans le règlement d'exécution pour les entités numériques, où il y a un certain nombre de seuils, un certain nombre de choses qui existent, etc. Et donc, du coup, qui est aussi intéressant à regarder, puisque certains pays pourraient aussi s'inspirer de ces seuils et de ce qui a été fait dans ce règlement d'exécution dans l'application. Mais en Espagne, comme on n'a pas encore le projet, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bon, on vient de lancer, vous avez parlé de publication de textes, de lois. Rentrons dans le vif du sujet. Cette transposition dans chacun de vos pays, où est-ce qu'elle en est? Alors, Sephora, tu l'as dit, déjà publié en application, tu as donné des dates. Est-ce que tu peux nous faire du coup un résumé de la loi belge de transposition de NIS2? La Belgique, ça a été le premier pays à transposer NIS2, le premier pays de l'Europe. Donc, ça a été transposé en avril et c'est rentré en application le 18 octobre 2024. Et on a jusqu'au 18 avril 2027 pour pouvoir être jugé conforme NIS2. Donc, comment on est jugé conforme NIS2? Il y a 2 moyens. Donc, ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure rapidement. Donc, soit en étant certifié ISO 27000. En fait, il y a 3 moyens. Soit en étant certifié, soit par une certification, soit par une inspection. Alors, on peut être certifié ISO 27001 ou on peut être certifié Siphon. Et inspection, c'est pareil. Alors, l'inspection, c'est plutôt quelque chose qui est un peu déconseillé parce que l'inspection, c'est payant et en fait, c'est le CCB qui vient. C'est à la charge de l'entité.
La certification, donc ça, c'est encore c'est encore en cours de définition. Donc, certification ISO 27001, bon, bah, ça, on a l'habitude, on se fait certifier par un organisme extérieur et ainsi de suite. Maintenant, qui sont les organismes qui vont certifier Siphon? Ça, c'est la partie qui est encore en discussion. Donc, on parle des autorités sectorielles qui seraient en charge de le faire, mais ce n'est pas encore acté. Alors, il reste Siphon. Qu'est-ce que c'est Siphon exactement? Donc, Siphon, c'est un ISO 27001 allégé, j'ai envie de dire. Donc, c'est basé sur le framework du NIST, le framework américain qu'on connaît tous. Donc, on retrouve les 5 grandes thématiques du NIST et tout est sous forme de questions, d'exigences plutôt. Et sur ça, donc tout est disponible sur le site du CCB. Et sur base pour chaque exigence, il faut évaluer notre niveau de conformité au niveau de l'implémentation et de la documentation. Et puis, tout est fait sur Excel. Comme ça, il y a des milliards de calculs qui sont faits de tous les côtés avec des beaux ratings et des beaux tableaux à la fin où il faut qu'il y ait le plus de verts possible. Donc, il faut qu'il y ait chaque sous-domaine des 5 domaines du NIST doit être vert pour pouvoir être jugé conforme à NIST 2. Et ça, c'est pas mal utilisé en Belgique. Ça a pas mal été adopté parce que ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose de plus simple, de plus manipulable, et c'est progressif parce que tout est découpé en 3 étapes. Donc d'abord, on doit atteindre un niveau basique qui contient un certain nombre d'exigences, puis on doit atteindre un niveau important qui contient plus d'exigences, et enfin le niveau essentiel pour ceux qui doivent l'atteindre avec encore plus d'exigences. Donc c'est progressif et on peut voir une progression. On peut faire facilement des dashboards à présenter au comité de direction ou autre pour pouvoir montrer notre avancement et rassurer quelque part et garder les équipes motivées aussi, quoi. Voilà. Il y a une question, mais je crois qu'il y a des personnes qui sont en train d'y répondre, donc sur le principe d'auto-évaluation ou pas. Moi, je reviens sur une partie ISO 27001. Tu as dit la Belgique a transposé. Alors déjà, louons le fait que la Belgique a transposé son texte de loi et les mesures de sécurité. Rappelons que le projet de loi dont il est question en France ne définira pas les mesures de sécurité. Est-ce qu'ils arriveront en même temps après? Vraisemblablement encore un nouveau cercle de consultation pour l'ANSSI et on devra dissocier ces 2 éléments. On précise dans ce texte de loi qu'une certification ISO 27001 permet d'être conforme à NIS 2. Se pose la question du scope, du périmètre. NIS 2 concerne l'entité dans sa globalité, à l'inverse de NIS 1 qui spécifiait des systèmes d'information particuliers. On le sait, ISO 27001 définit un périmètre de certification. Il faut donc faire certifier la totalité de l'entité importante ou de l'entité essentielle pour être conforme, si on choisit la voie ISO 27001. C'est pas simplement une partie. Oui, c'est tout le temps très compliqué parce que ça dépend aussi des entités et ça dépend aussi des activités des entités et pourquoi elles rentrent ou pas dans le scope de NIS 2. C'est pas forcément facile à définir le scope à chaque fois de l'ISO 27001. Ok. Donc, finalement, il y a 2 voies différentes et les 2 peuvent apporter leur subtilité. Tu as évoqué la notion de niveau dans le Siphon également. Côté Espagne, on en est où de cette transposition? Projet de loi, pas projet de loi, publié, référentiel d'exigence déjà publié? Aurélia, raconte-nous où est-ce qu'on en est. En fait, il y a un projet de loi qui est en cours, qui est en procédure accélérée, donc ils veulent le sortir. J'ai pas de date, hein, je ne suis pas dans les ministères ni dans les contingences espagnoles, donc voilà, je ne sais pas, mais ça devrait être accéléré. En tout cas, c'est tout ce qui est dit aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est que du coup, il va y avoir dedans, on sait déjà un certain nombre d'éléments. On ne connaît pas toutes les mesures de sécurité associées, comme en France. On ne sait pas si elles seront dedans ou pas. Aujourd'hui, on n'a pas eu cette publicité. Je pense que oui, mais je n'en sais rien. Ce que l'on sait, c'est qu'il va y avoir vraiment
une définition en détail des secteurs importants ou hautement critiques et critiques. Voilà, vraiment détaillé beaucoup plus que dans la directive. On sait qu'il va y avoir aussi voilà, un RSSI obligatoire dans les entités, etc., un peu à l'image du DPO. Donc voilà, qui est vraiment inscrit de façon claire. Une extension des rapports d'incidents, parce que là on parlait de déclaration au niveau de l'autorité de contrôle, mais le projet prévoit aussi que les clients et les utilisateurs finaux touchés doivent être également informés. Donc ça, c'est un peu comme ce qui existe côté RGPD avec voilà, les personnes concernées. Donc ça a une incidence et là, on va un peu plus loin. Et puis après, on a des équipes nationales, un CERT national espagnol qui va exister et qui est dans le cadre de cette loi aussi. Donc voilà ce qu'on sait aujourd'hui. On n'a pas tous les détails. Moi, je suis pressée et je presse les équipes espagnoles si elles savent des choses chez nous. Donc aujourd'hui, mais il devrait arriver assez vite. Bon, en tout cas, tu as lancé le pari tout à l'heure. Tu as dit France et Espagne avancent. On pourrait penser qu'ils sont au même niveau. Toi, tu as dit l'Espagne 2. C'est un pari qui se fait. L'Espagne devrait publier avant la France. Je pense que devrait publier avant la France. Alors, je peux expliquer pourquoi. Je pense qu'en France, ce sera un tout petit peu plus compliqué. Là, il y a une commission spéciale cybersécurité. Donc, ce matin, il y avait les experts en cyber qui étaient auditionnés auprès et le replay va être prêt. Donc, vous pourrez le regarder et c'est assez intéressant. Mais on en a encore là. Ensuite, il faut qu'elle passe au Sénat. Ensuite, il faut que ça passe à l'Assemblée nationale. Pour répondre sur les décrets, on sait que la consultation a lieu en ce moment, donc on devrait arriver à un alignement des planètes sur les lois, les décrets d'application et les arrêtés qui vont suivre la loi. Reste quand même le calendrier parlementaire et de savoir si ça passera au premier semestre, au deuxième semestre 2025. Et certains très pessimistes disent début 2026. Avec des sujets de budget en France qui peuvent ralentir. Exactement. Et puis de dissolution de tout ça. Donc voilà. Bon, on pourrait faire beaucoup de paris sans tout maîtriser. Donc je pense que les Espagnols ont tout pour être devant et gagner cette compétition de la transposition entre la France et l'Espagne. Dans les exigences de sécurité, tu as évoqué le fait d'avoir un RSSI. Et finalement, est-ce qu'on a un niveau, parce que côté Belgique, Sephora a évoqué le Siphon, c'est basé sur un niveau de sécurité qui est similaire au NIST CSF. Aujourd'hui, comment on évalue le niveau de sécurité nécessaire pour être conforme à NIS 2 en Espagne, au-delà d'avoir un RSSI? Est-ce qu'il faudra, je sais pas, avoir des sondes de détection, forcément un SOC qualifié? Alors sans dire si ça existe ou pas. En France, on se dit que globalement, on va être basé sur un guide d'hygiène de l'ANSSI, peut-être un peu remodelé. Ça va être quoi le niveau de sécurité attendu dans le cas de NIS 2 en Espagne? Parce que là, on a aussi un peu d'infos. On n'a pas encore, c'est encore flou, on n'a pas encore les spécificités. Ce qu'on sait, c'est que le rôle du RSSI tel qu'il est prévu dans la loi détaillera ses fonctions et toutes les exigences auxquelles il doit répondre. Donc voilà, ça risque d'être assez précis. Et après, sur les mesures en tant que telles, je ne sais pas aujourd'hui quelles sont-elles et on n'a pas encore de vision. Voilà. Quand j'ai fait le point encore avec les équipes espagnoles avant-hier, ils n'ont pas pu répondre à toutes mes questions. La suite au prochain épisode sur ce point. Et du coup, pour finir notre tour d'Europe, j'ai l'impression d'être un peu à l'Eurovision. Combien de points pour le Luxembourg? Où est-ce qu'on en est du projet de loi? Il était question à un moment donné que le Luxembourg puisse réutiliser éventuellement ce Siphon. On en est où du projet de loi et des mesures de sécurité associées, Maxime? Alors, le Luxembourg donc, a déposé un projet de loi plutôt en 2024. Donc en mars 2024, il y a déjà un projet de loi qui avait été déposé, qui suit, on va dire, les différentes consultations qui sont nécessaires. J'ai sous les yeux ici là, le calendrier, le dernier avis qui a été émis, donc c'était mi-décembre par la Chambre des métiers à Luxembourg.
Donc, on n'a pas d'idée non plus très précise de quand ce projet de loi va être réellement adopté et donc transposé dans la loi luxembourgeoise. C'est plutôt bien parti, je dirais, pour que ce soit en 2025. Donc ça, c'est déjà positif. Je sais que Nissan avait eu quelques retards. Donc là, il y aura un retard aussi pour le Nice 2, mais qui reste quand même relativement raisonnable. Donc ça, c'est assez intéressant. Et après, par contre, donc l'ILR a été déjà un peu plus précis, je dirais, en termes de mesures de sécurité qu'il fallait mettre. C'est vrai qu'il y a une approche un peu différente qui a été prise par l'autorité ici, qui est plutôt basée sur les risques. Donc, il y a pour les entités qui seront dans le périmètre une notification, enfin une analyse de risque à réaliser qui sera obligatoire au travers d'une plateforme qui est mise à disposition par le Luxembourg, donc, qui s'appelle Serima et qui est basée sur un outil d'analyse de risque qui s'appelle Monarch, qui peut-être pour ceux qui ont des entités en Belgique dont le nom pourrait résonner aussi, parce que c'était un projet partagé, il me semble. L'analyse de risque, elle est très simple, c'est basé sur une analyse de risque ISO 27005 avec déjà des champs qui sont fournis par l'autorité compétente. Donc ça, c'est une première obligation de remplir cette analyse de risque. Et au niveau des mesures de sécurité, donc c'est un peu pareil que les autres territoires, même si ici, ce qui a été communiqué donc par l'ILR, c'est qu'on se basera sur le framework de NEISA des security objectives, donc avec les différents security objectifs qui sont mis à disposition, et il y aura une auto-évaluation de maturité avec une description des mesures de sécurité qui sont implémentées par les différentes entités, pardon, à communiquer à l'autorité. Donc, ce sera une forme d'auto-évaluation de niveau de maturité qui sera à communiquer sur différents aspects de domaine cybersécurité qu'on rencontre tous les différents types de frameworks. Et cette auto-évaluation donc, sera revue, évaluée par l'ILR. Potentiellement, des recommandations seront émises en fonction de leur point de vue, s'ils estiment que les mesures de sécurité sont suffisantes ou non par rapport à la criticité de l'entité, par rapport à la taille de l'entité, avec des principes de proportionnalité qui pourront s'appliquer. C'est encore pas non plus 100%, je dirais, gravé dans le marbre et puis très clair jusqu'où on devra aller. Tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'on va devoir aller jusqu'à être sûr qu'on a un socle dans toutes les entités et autres? Mais en tout cas, voilà, il y a cette partie analyse de risque et cette partie auto-évaluation sur les sécurités objectives de l'ENISA qui est à faire. Petite particularité aussi, et je pense qu'il sera valable, j'imagine, dans les autres pays également, on devra, ici à Luxembourg, donc transmettre la liste des fournisseurs de services qui sont utilisés par ces entités soumises à l'INSE. Donc il y aura pas mal de notifications effectivement à faire à l'autorité compétente. Parfait, merci. J'ai un tout dernier point parce que je vois que le temps avance. Et du coup, ce sera pour toi, Sephora, autour du Siphon. Il était question qu'il puisse être réutilisé. Il y a aussi une question de Bart là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir des correspondances? Je crois qu'il y a des discussions entre la CCB et d'autres autorités pour réutiliser ou s'inspirer du Siphon. C'est des infos que tu me confirmes? Ben, oui, alors donc comme on l'a dit tout à l'heure avec le Luxembourg notamment. Donc, mais comme la loi n'est tout le temps pas transposée au Luxembourg, donc les discussions se sont un peu suspendues. Avec la Roumanie, le CCB a un accord pour que la Roumanie que les entités roumaines puissent réutiliser le Siphon aussi. Et le CCB a aussi des discussions avec la Croatie, le Portugal, l'Irlande. Je sais qu'ils ont rencontré la France à un moment donné. Qu'est-ce que ça a donné vraiment? Je n'ai pas eu de retour. Mais donc le Siphon, qui est un framework, moi je trouve assez intéressant pour pouvoir monter en maturité au fur et à mesure, même si on n'est pas concerné par NIS 2, ben il pourra être sûrement utilisé dans d'autres pays européens et peut-être même atteindre une mise en conformité NIS 2 grâce à ce framework. Parce que pour l'instant, le problème, c'est que même si vous le respectez, est-ce que vous allez pouvoir être jugé conforme puisque vous n'avez pas d'entité pour pouvoir vous auditer sur le sujet après? Et donc ça sera peut-être possible un jour. Parfait. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Alors, je vous fais passer quelques petites informations sur l'actualité Tenacy. On fait un groupe de travail, on a un club utilisateur. Alors, n'hésitez pas à venir nous voir que vous soyez client ou prospect pour en discuter.
les événements, les salons habituels. Alors, la grande particularité, c'est le FIC. Est-ce qu'il y aurait un meilleur endroit pour réunir Tenassi, Advance, la Belgique et le Luxembourg que le FIC à Lille début avril? On y sera. Maxime, Sephora, Aurélia, prenons rendez-vous. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir tous ensemble à ce moment-là. Bon, j'avais prévu une petite partie questions-réponses qu'on a pas mal pris de questions au fil de l'eau. Malheureusement, on n'a pas pu tous les prendre. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers les différents interlocuteurs. Je crois que les LinkedIn de chacun portent les noms. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Encore une fois, merci pour votre temps et à très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.